Bonjour, donc on est toujours dans le module méthodologie de recherche en sociologie. Donc cette vidéo sera consacrée pour la problématique. Avant d'entamer cette problématique, donc un petit rappel sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est l'étape de l'exploration. On a dit donc l'essentiel qu'on a dit dans la vidéo précédente, c'est que l'exploration vient donc après l'étape de la question de départ. On a dit que dans l'exploration, on est toujours dans un chemin à double sens. On peut toujours retourner vers donc, la question de départ, soit pour modifier ou autre chose, ou justifier, ou peut-être remplacer directement la question de départ. On peut toujours faire marche arrière à l'étape précédente. Voilà, on a dit qu'elle est composée de deux parties. Donc une partie théorique qui est la revue de la littérature ou les premières lectures. La deuxième partie, on a dit que c'est la partie c'est la partie empirique. Voilà, empirique ou la partie pratique de l'exploration qui est appelée dans ce cours la pré-enquête. Donc, c'est les entretiens, elles constituent les entretiens exploratoires. On a dit que ces entretiens exploratoires sont destinés pour donc trois catégories. Donc, la catégorie première, c'est les chercheurs, les enseignants, les experts qui ont travaillé sur le même sujet. Donc, le sujet de notre question de départ. Deuxième catégorie, on a dit que c'est des informateurs privilégiés. Donc, c'est des gens, grâce à leur peut-être travail ou leur statut, je ne sais pas, l'essentiel, ils ont un avantage d'avoir quelques informations sur notre sujet, même s'ils ne sont pas des chercheurs ou des enseignants, mais ils ont des informations de qualité sur notre sujet. Donc, on doit orienter les entretiens exploratoires vers ce type cette catégorie de personnes. Troisième catégorie, c'est les acteurs ou les personnes concernées directement. Donc, comme dans une entreprise, donc les salariés ou les élèves directement dans un établissement, ou comme on l'a dit dans l'exemple de la vidéo précédente concernant le Covid, donc on va directement aux personnes qui sont atteintes de cette maladie. Voilà, ou de ce virus. Donc, on commence maintenant l'étape de la problématique. La première chose, avant la lecture, si on est dans la partie problématique, si on rédige cette problématique, c'est bon. Il n'y a plus de possibilité de retourner. Et si à partir d'ici, le chemin à double voie devient un chemin à sens unique. Si on est à la problématique, si on rédige la problématique, c'est bon. On doit continuer les étapes de la recherche scientifique. Donc, on va continuer toutes les étapes et on n'aura pas le droit de retourner ou de modifier ou quoi que ce soit. C'est bon, c'est marche avant. Marche arrière, non. Ce n'est pas permis ici, marche arrière. Voilà. Avant, jusqu'à l'exploration, on peut découvrir quelque chose, on peut modifier, retourner, modifier la question de départ, etc. Mais une fois la problématique, c'est bon. C'est comme ça que ça se passe la recherche. C'est comme ça que les enseignants nous ont expliqué. Voilà. Donc, on commence. Définition. La problématique est l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème posé à la question du départ. Luc van Copenhagen. Dans la problématique, il y a d'abord la notion du problème qu'il ne faut pas prendre dans le sens normatif, mais comme dysfonctionnement dans un processus. La recherche scientifique, outre les considérations épistémologiques et académiques, essaye aussi de trouver des solutions aux problèmes qui se posent
qui se pose. En fait, en parlant de l'échec scolaire, la règle veut en principe que tous les élèves inscrits dans un cursus scolaire réussissent. Mais certains élèves réussissent et d'autres non. Donc, c'est cet écart qui constitue le problème. Il y a problème lorsqu'on ressent la nécessité de combler l'écart existant entre une situation de départ insatisfaisante et une situation d'arrivée désirable. La situation satisfaisante étant considérée comme le but. Résoudre un problème, c'est trouver le moyen pour annuler cet écart. C'est l'inscription de son sujet de recherche dans un cadre théorique donné. Les étapes d'une problématique. Donc je pense pour comprendre la problématique, donc c'est pas les définitions. Si on voit les étapes et les éléments qu'il y a dans une problématique, je pense que c'est mieux. Voilà, on continue. Donc, j'ajoute justement une petite définition. Donc, la problématique qui n'est pas inscrite ici, je l'ai sur la prise de notes. Donc, la problématique, c'est la présentation d'un problème qui soulève une interrogation. Point. C'est simple et beau. Voilà. Donc, les étapes d'une problématique. La problématique vient juste après la phase de l'exploration. Voilà. À l'issue de cette dernière, il convient de faire un inventaire sur l'état des savoirs sur la question, ou comment le problème est-il traité par d'autres. Voilà, la première des choses dans la problématique, c'est faire le point de la question de départ. Je vais répéter ça après à la fin de la vidéo. Donc, l'une des particularités des sciences sociales, c'est que le même problème est traité de manière différente par différents chercheurs. Donc, en un premier temps, on doit faire le point sur le problème comme nous allons élucider cette question par des exemples. Certes, cette tâche n'est pas facile, notamment pour un jeune chercheur au début de sa carrière, mais c'est un passage obligatoire. Voilà, en quelque sorte, c'est ça que le vrai travail commence dans cette problématique. C'est là que commence le vrai travail. Voilà. Donc, on a dit les étapes. Donc, on a A, le choix d'une théorie. On a B, l'insertion de son sujet dans un cadre théorique. Voilà. Donc en réalité, la première étape, c'est faire le point. La deuxième étape, c'est le cadre théorique. Donc choisir une théorie et insérer l'insertion de son sujet dans un cadre théorique. On va lire pour voir qu'est-ce que tout cela veut dire. Pardon. Donc voilà. Donc le choix d'une théorie. Donc parmi les exemples les plus courants que nous allons donner, c'est la construction d'une problématique autour du sujet de l'échec scolaire. Voilà. Dans le domaine de l'enseignement, il y a plusieurs théories qui ont pris en charge l'explication de ce phénomène. L'une qui est peut-être la plus en vogue et qui s'apparente aussi à l'idée que nous faisons tous sur l'enseignement, c'est celle qui considère l'école comme institution qui a comme objectif l'enseignement. Selon cette perspective, l'école est là pour transmettre un savoir et les élèves sont là pour apprendre. Et on essaye de comprendre les méthodes de transmission des savoirs, d'une part. D'autre part, la manière d'apprentissage du côté des élèves. L'échec scolaire sera traité dans cette perspective en mettant en relation les méthodes d'enseignement et le rapport avec les capacités de l'élève. Donc ici, on nous donne un exemple sur l'échec scolaire
et comment on doit faire pour donc rédiger la problématique. Voilà. D'autres perspectives ne sont pas arrêtées à la mission formelle de l'école, mais elles sont allées plus loin pour décrypter la mission latente, cachée de l'école. Dans cette perspective, en dehors du message transmis par les différents enseignants, langue, sciences, histoire, géographie, etc., il y a un contenu idéologique qui vise à transmettre les valeurs de la société, qui sont généralement les valeurs des classes dominantes dans la société, notamment le rôle de la femme, de la famille, de la place du travail, etc. aux élèves. Dans cette perspective, l'échec scolaire sera saisi comme une incompatibilité des programmes inculpés. Je pensais inculpé. Avec les valeurs de l'élève et son milieu social. L'un de ses représentants de cette perspective est le sociologue français Pierre Bourdieu, dans Les Héritiers, qui a démontré par des enquêtes quantitatives que le système d'enseignement français reproduit les inégalités sociales, et ceci par l'orientation qui en est faite. En effet, d'après ces enquêtes, il a constaté que les enfants issus des classes supérieures de la société française, malgré leur faible pourcentage dans la société, même pas 20% de la population totale, représentent plus de 90% des étudiants des grandes écoles, écoles des ponts et chaussées, polytechniques, écoles normales supérieures. Donc ces écoles, entre parenthèses, polytechniques et écoles normales supérieures, c'est les écoles où la plupart des figures de la sociologie française, c'est dans ces écoles qu'ils ont étudié, polytechnique et école normale supérieure. C'est à chaque fois, sinon, se répète. On continue. Donc, par contre, les étudiants issus des classes populaires, malgré leur poids au sein de la société, ils sont sous-représentés dans ces grandes écoles, même pas 10%. Selon Pierre Bourdieu, c'est le milieu familial qui prépare l'élève pour une bonne carrière qui en est responsable sur cette réussite. D'autres aussi peuvent concevoir le problème de l'échec scolaire de point de vue organisationnel. Donc, dans cette perspective, il faut analyser le fonctionnement de l'institution. Les programmes sont-ils conformes avec le niveau des élèves? Les enseignants sont-ils bien choisis? Les critères de compétence sont-ils respectés dans le choix des enseignants? Ici, l'échec scolaire sera conçu comme en conformité avec le principe de sélection et de la réorientation des individus sur l'échiquier social. Bon, ici c'est un exemple. Il a donné un exemple sur l'échec scolaire. Donc ici, il cherche à choisir. Donc il y a un chercheur, il y a un sujet qui est l'échec scolaire. Donc il cherche une théorie qui a parlé déjà sur l'échec scolaire pour utiliser cette théorie dans sa recherche. Voilà. Il insère en quelque sorte, il choisit déjà à l'avant, en premier temps. Donc il choisit une théorie. Donc on a ici, donc le prof a cité ici trois théories différentes. Donc le chercheur choisit la théorie la mieux adaptée à son sujet ou exactement à sa recherche. Voilà. Donc, pour insérer sa question de départ dans cette théorie. C'est ça l'important qu'il faut retenir. Voilà.
Deuxième exemple, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième exemple. Épris de la sociologie des organisations, supposons qu'un chercheur veut étudier la performance d'une entreprise économique sur le plan organisationnel. Voilà, ici, donc, il donne un autre exemple. Sûrement, c'est la même chose. Donc, il va chercher. Donc, en principe, on a une question de départ. Donc, après, il y a l'étape de l'exploration, bien sûr, théorique et empirique. On a déjà expliqué. Donc, quand on arrive à la problématique, donc, on doit chercher pour choisir la théorie la mieux adaptée, la mieux compatible avec notre sujet, avec notre question de départ et avec le terrain où on va chercher, où on va faire cette recherche. Donc, on va chercher la théorie la mieux adaptée. On continue de voir cet exemple. Voilà, donc, dans ce domaine de la littérature des organisations abonde. Parmi les théories les plus en vogue, on cite le taylorisme. Voilà, on l'a vu. Donc, on a vu un aperçu sur le taylorisme dans le module champ de sociologie. Voilà. Donc, relatif à son fondateur, donc F.W. Taylor, qui a développé la théorie de l'organisation du travail. Donc, organisation, OST, organisation scientifique du travail. Selon cette théorie, les principes de l'organisation scientifique du travail, la division verticale du travail, séparation entre le travail d'exécution et le travail intellectuel et de conception, la division horizontale du travail, travail à la chaîne. À chaque agent correspond uniquement une tâche particulière. La parcellisation, donc parcelle c'est la partie. Chacun a une parcellisation des tâches, un facteur décisif dans l'opération de production. Ajoute à cela le salaire selon le rendement et non pas à la journée ou mensuellement. Voilà. L'autre théorie qui est largement répandue dans ce domaine est la théorie des relations humaines. Et son auteur, Hilton Mayo. On l'a aussi vu dans le module, donc champ de sociologie. Donc ses expériences sur la Western Electric, près de Chicago, entre 1927 et 1932, où une série d'enquêtés furent menées entre 1927 et 1932 et qui avaient pour but de comprendre la morosité de l'environnement du travail dans l'entreprise et la baisse de la productivité, et ce malgré les avantages matériels offerts par l'entreprise comparativement à d'autres entreprises américaines de l'époque. Donc, après une série d'enquêtes parmi lesquelles l'effet de l'éclairage 1924-1927, Test Room 1927-1929 et enfin les entretiens 1932-1934, ces enquêtes ont été menées par l'observation participante et les entretiens. On aboutit en fin de compte que la productivité, ce n'est pas une affaire d'argent ou d'avantages matériaux, mais requis aussi une dimension humaine, c'est la considération qu'on donne à l'ouvrier, le fait d'être à sa disposition et de l'écouter, qui peuvent déterminer la motivation des ouvriers plus que les considérations d'ordre matériel. Voilà, ici dans le deuxième exemple, donc on a vu, il y a quelqu'un qui veut faire une recherche
dans le domaine des organisations, dans une entreprise. Donc, ici, donc, le prof nous a donné deux théories donc, que ce chercheur peut choisir. Donc, la théorie de Taylor ou la théorie de Hilton Mayo, qui sont différentes. Voilà, qui sont différentes, mais donc ici, c'est le chercheur qui va décider quelle est la théorie la mieux adaptée. Donc, il faut voir selon la question de départ et selon aussi qu'est-ce qu'il a découvert dans l'exploration. On voit toujours que toutes les étapes sont il y a toujours c'est un enchaînement logique. C'est pas par hasard. Ces étapes ne sont pas venues comme ça par hasard. Question de départ, exploration, problématique, etc. C'est pas par hasard. C'est quelque chose de logique. C'est un cheminement logique. Voilà. Donc le chercheur, ici dans ce deuxième exemple, d'après ce que j'ai compris, donc doit premièrement prendre en considération la question de départ. C'est ça, c'est le départ de sa recherche. Après, il va découvrir des choses donc il va approfondir cette question de départ dans la phase dans l'étape de l'exploration, que ce soit théorique ou empirique. Après, selon toutes ces informations, il va décider de choisir une théorie, soit la théorie de Taylor, soit la théorie de Hilton Mayo. Comme exemple, il peut aussi trouver d'autres théories. Voilà. On a vu aussi dans le choix on a vu aux travaux dirigés le choix de la théorie. Donc, il faut une théorie. Il faut de préférence choisir une théorie récente. Voilà, récente. Il faut choisir aussi une théorie compatible avec notre sujet de recherche. Il faut qu'elle soit faisable. Cette théorie, elle est en quelque sorte compatible avec notre sujet. On ne doit pas malgré une théorie, c'est une théorie reconnue et tout, mais elle peut par exemple être pas compatible. Elle ne peut pas, peut-être qu'elle est non compatible avec notre sujet de recherche. Voilà, le but ici c'est ça. Donc dans la problématique, on a dit le premier point, c'est faire le point. Faire le point. On va faire le point. On va expliquer énoncer et expliquer la question de départ. On va découvrir quelque chose. Donc selon ce qu'on a découvert dans l'étape de l'exploration, on va faire le point sur cette question de départ. Ça c'est un dans la problématique. Donc faire le point, c'est un. Donc, comment on va faire ce point, le point sur cette question de départ, c'est selon ce qu'on a découvert. Donc, dans les premières lectures, on va voir, par exemple, citer comment les autres chercheurs ont traité le problème qu'on va traiter nous aussi, dans la question de départ. On va aussi peut-être faire le point par rapport aux entretiens exploratoires. Qu'est-ce qu'on a découvert, etc. Voilà, ça c'est d'un côté. Donc, deuxièmement, le choix d'une théorie. On a vu ici deux exemples sur comment choisir une théorie. Donc, cette théorie doit être compatible, doit être récente, doit être une théorie de référence. Voilà. Ça, c'est deux. Donc, après, le point suivant, c'est l'insertion de son sujet dans un cadre théorique. Donc, on insère notre sujet de recherche dans la théorie, dans le cadre théorique qu'on a choisi. Donc, on a choisi une théorie, en principe. Donc, on lit pour mieux comprendre. Donc comme nous l'avons souligné au-dessus, un même problème n'est pas traité de la même façon comme le témoigne,
c'est la fatigue, comme le témoignent nos deux exemples précédents. Une fois les différentes approches du problème sont élucidées, il reste à faire le choix de l'angle sous lequel notre problème sera traité. À cet égard, les entretiens exploratoires sont d'une aide capitale. C'est eux qui vont nous dicter la perspective que nous allons adopter. Si dans de nos entretiens que nous avons effectués concernant dans nos entretiens que nous avons effectués concernant par exemple le premier exemple, il ressort que la tendance générale met l'accent sur l'incompatibilité des programmes d'enseignement. Ici, on adoptera la deuxième perspective précitée. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit, c'est ce que je répète depuis donc, cette demi-heure. Donc, selon ce qu'on a trouvé donc, dans les entretiens et les premières lectures, c'est ça qui va nous guider pour choisir la théorie la mieux adaptée, ou la théorie de référence et la théorie compatible avec notre sujet. Voilà. De même, concernant le deuxième exemple, il ressort de la tendance générale des entretiens exploratoires que les interlocuteurs ont mis l'accent sur le fait que les responsables ne leur accordent pas d'importance et ne communiquent pas avec eux. Dans ce cas, l'adoption de la théorie des relations humaines s'impose. Le deuxième exemple, si on trouve dans les entretiens l'exemple de l'organisation, donc le chercheur qui veut faire une recherche dans une entreprise, donc si dans les entretiens exploratoires, on trouve que les employés, par exemple, les employés parlent donc sur les relations avec leurs responsables, etc. Donc, on va adopter directement la deuxième théorie, la théorie de Hilton-Mayo. On ne peut pas, par exemple, choisir la théorie de Taylor, parce qu'elle n'a rien à voir avec les relations humaines au sein d'une entreprise. Voilà. Donc, les entretiens, donc d'après ce qu'on trouve dans les entretiens, on pourra directement choisir la théorie la mieux adaptée. Voilà. Supposons que dans une étude sur la motivation, ici je pense que c'est un autre exemple. Supposons dans une étude sur la motivation des salariés d'une entreprise. La revue de la littérature nous a donné les deux thèses citées précédemment. Donc on cherche dans les livres, on trouve Taylor et Hilton-Mayo, les deux théories. Donc après la revue des entretiens exploratoires, il s'est ressorti que les enquêtés, donc les employés, ont mis l'accent sur la hiérarchie. Hiérarchie, donc normalement on va choisir, je ne sais pas. On continue de lire. Dans ce cas-là, nous allons opter pour la théorie des relations humaines, Hilton-Mayo, où le problème de motivation sera abordé en termes de rapport que ces salariés entretiennent avec de l'administration. Donc c'est un autre exemple. Voilà. On continue les éléments de la problématique. Donc je préfère laisser ces éléments de la problématique à une prochaine vidéo. Voilà. Non, je continue. Je continue, c'est mieux. Les éléments d'une problématique. Les trois éléments qu'on doit ressortir. Voilà, genre c'est un résumé de ce qu'on est en train de dire dans cette demi-heure. Donc, il y a trois éléments qu'on doit ressortir d'une problématique. La théorie que nous avons adoptée pour traiter le sujet. L'objet d'étude doit être bien énuméré. Ici, nous allons exposer exactement notre problème avec des données
du terrain selon bien entendu la nature du sujet. Si on parle de l'évolution d'un phénomène du point de vue quantitatif, on doit avancer des chiffres. Où il s'agit d'un phénomène qualitatif, donc sa mise en exergue, ça peut s'appuyer par des dires prises lors de la pré-enquête. Donc c'est les paroles qu'on a, les discours qu'on a donc regroupés dans les entretiens exploratoires, ou d'études antérieures. Pardon. Voilà. Pardon. L'insertion sujet. Les éléments de la problématique. Voilà. Donc, soit dans le dernier point. Donc, soit on utilise les entretiens exploratoires, ce qu'on a trouvé, ou les premières lectures. Ce qu'on a trouvé dans les premières lectures. Voilà. Enfin, nous avons les questionnements. La question de départ qui structure tout le travail de recherche et les questions secondaires. Pratiquement, la problématique s'écrit en 2 ou 3 pages pour un master, 4 à 5 pages pour un travail du doctorat. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de finesse et d'esprit de synthèse. Pour présenter tous ces éléments en quelques pages d'une manière articulée, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas une chose facile. C'est sûrement pas une chose facile, d'après ce qu'on voit ici. Bon, l'essentiel, outre ces éléments, on fait ressortir aussi le problème que l'on veut traiter et les causes qui ont provoqué ce phénomène. En fait, la problématique, ce n'est pas uniquement l'exposition des phénomènes qui vous semblent pertinents et des questions se rapportant à ces phénomènes, mais aussi une explication de ces phénomènes. D'une manière simple, voilà, on va résumer tout ce qu'on a dit dans cette demi-heure en 2 minutes. D'une manière simple, pour se donner une problématique, il faut répondre à 3 questions. Quel est son problème? Comment est-ce qu'il a été traité? Que voulez-vous savoir exactement? Donc, pour résumer, ce qu'on doit trouver dans une problématique, c'est, premièrement, quel est son problème? Comment est-ce qu'il a été traité? Ces 2 questions, c'est faire le point sur le problème ou faire le point sur la question de départ. Voilà, ça c'est 1. 2, c'est le cadre théorique. Donc, choisir une théorie et insérer notre sujet dans un cadre théorique qui est le mieux adapté. Ça, c'est 2. 3, que voulez-vous savoir exactement? Là, donc ce que je n'ai pas cité, je ne sais pas est-ce que je suis fatigué ou j'ai justement oublié. 3, donc, c'est formuler une question fondamentale et en quelque sorte des sous-questions et des questions secondaires. Voilà, donc dans une problématique, on doit trouver 3 choses. Faire le point, c'est quel est le problème et comment est-ce qu'il a été traité. Donc choisir, donc le cadre théorique, c'est choisir une théorie et insérer notre problème dans cette théorie. Voilà. 3, c'est la question fondamentale. Donc c'est en quelque sorte, c'est la question de départ. D'après donc l'exploration, d'après donc tout le travail qu'on a fait, à la fin, donc le résultat du travail, donc de la question de départ, jusqu'à la dernière étape de la problématique, on doit ressortir ou formuler une question fondamentale et peut-être d'autres aussi questions secondaires qui se rapportent. Voilà, au sujet. Voilà. Donc, normalement, c'est ça. Normalement, c'est tout. Donc, la problématique, on a dit que c'est la présentation d'un problème qui soulève une interrogation.
Donc les trois éléments qu'on doit trouver dans une problématique, c'est 1. Faire le point. Donc c'est quoi le problème et c'est quoi exactement le problème ou le sujet et comment est-ce qu'il a été traité. Voilà. Donc 2. Le cadre théorique, c'est choisir une théorie et insérer notre sujet de recherche dans cette théorie. 3. C'est formuler une question fondamentale et peut-être d'autres questions qui se rapportent. D'autres questions secondaires qui se rapportent. Voilà, normalement c'est tout. Je vous souhaite donc la réussite et bonne chance aux examens et à la prochaine.